Chers amis résistants, bonjour. Aujourd'hui, jeudi 24 décembre. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, c'est de saison. Bien sûr, c'est conventionnel. Et le 2 janvier, tout sera comme avant. Ce n'est pas parce qu'on va changer d'année, de numéro sur un calendrier, que les problèmes de la planète vont immédiatement disparaître. C'est pas parce que l'année 2020 se clôt que 2021 va être fondamentalement différent dans ses débuts en tout cas. Nous allons continuer. Alors souhaitons aussi, et ce n'est pas ironique de ma part, un bon rétablissement au président de la République française, dont je désapprouve la politique sociale, économique et écologique, mais qui, sur le plan humain, ne m'inspire aucune hostilité, pas plus que n'importe qui d'ailleurs, puisque, par éthique, je ne souhaite que du bien à tout le monde, et c'est absolument sincère. Donc je ne me réjouis jamais de savoir que quelqu'un souffre, se trouve malade, se trouve ennuyé dans sa vie personnelle. Même si sur le plan politique, je ne souhaite pas bonne chance à des gens qui font une mauvaise politique. Et la politique suivie n'est pas bonne. Je conseillerais volontiers à M. Emmanuel Macron de ne pas faire de l'éco-sarcologie, c'est-à-dire l'environnement, ça commence à bien faire, tout en tenant à d'autres moments des propos vertueux. Et pour concrétiser ce souhait, je lui conseillerais vivement de changer son conseiller Thierry Coste, lobbyiste des chasseurs, par Alain Bougrain-Dubourg, c'est-à-dire le représentant de 960 000 personnes, par le représentant de 40 millions de Français qui en ont assez de la chasse, de la destruction de la nature. Ce serait plus démocratique, ce serait plus intelligent, ce serait plus généreux. Mais est-ce que le président de la République entendra mes souhaits et ce souhait de devenir intelligent et intelligible? Je ne le sais pas. En tout cas, il a critiqué les clercs, les intellectuels, en parlant de leur grande faillite. Alors cette idée m'a inspiré beaucoup parce que c'est une vieille idée, vous savez. En 1927 déjà, un philosophe qui s'appelait Julien Benda avait écrit un livre qui s'appelait La trahison des clercs. Les clercs, ce sont les gens qui sont censés être les phares de l'humanité, ceux qui pensent le monde, les poètes, les écrivains, les philosophes, les romanciers, les scientifiques, etc. Ceux qui peuvent guider les peuples parce qu'ils sont en avance de quelques longueurs. Et il est vrai que ces phares n'étaient guère éblouissants au XXe siècle. Beaucoup ont marché au pas cadencé des fascismes et d'autres au pas lourd des staliniens. Les uns comme les autres, de Drieux-La Rochelle à Sartre, se sont tellement lourdement trompés et ont tellement employé un vocabulaire abscon, complexe, rendant complexe un monde qui, c'est vrai, l'est, alors que le philosophe, il est là pour rendre intelligible la complexité du monde. Alors, la faillite des clercs, elle n'est pas malheureusement actuelle, elle est de longue date. Et je me souviens de ce petit dessin qui était paru dans la presse française au début du XXe siècle, où on voyait un salon bourgeois où des gens avaient manifestement dîné en famille, les familles s'étaient réunies, et la table était renversée, la vaisselle était cassée, et la légende du dessin disait « Ils en ont parlé ». Ils en ont parlé au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, c'était de l'affaire Dreyfus. Et vous aviez deux clans qui s'opposaient, les uns pour l'innocence du capitaine Dreyfus, les autres pour sa culpabilité, et les uns comme les autres se foutaient bien pas mal des faits, mais avaient un parti pris, soit en faveur du juif alsacien injustement banni, soit en faveur de la patrie outragée, de l'armée française outragée par le cosmopolitisme. Mais les uns comme les autres, si vous voulez, étaient assez indifférents sur les faits. Alors, à notre époque, pour actualiser un petit peu le dessin, on pourrait dire que la table est renversée, la vaisselle est cassée, et on pourrait écrire « Ils en ont parlé, nous sommes en 2020 », par exemple de l'hydroxychloroquine. Bon, c'est l'affaire Dreyfus de notre temps, et vous voyez que les passions populaires n'ont pas beaucoup changé, et face à une question, on ne recherche pas les faits. Alors moi je crois effectivement
à la valeur de l'intellectuel. Je crois effectivement que des philosophes sont là pour essayer de penser le monde, penser P-E-N-S-E-R, le penser, y réfléchir, et le penser P-A-N-S-E-R, parce que ce monde a besoin d'être soigné, d'être guéri. Et je rends hommage, inversement à M. Emmanuel Macron, aux intellectuels de notre temps, qui, à la différence de ceux du XXe siècle, essaient, je ne dis pas qu'ils y arrivent, de rendre intelligible la complexité du monde. Si vous lisez actuellement de Michel Onfray à Alain Finkielkraut ou de Luc Ferry à André Comte-Sponville, nos philosophes ont le mérite d'essayer de rendre clair, d'expliquer la complexité de notre temps. Et c'est vrai que notre temps est complexe. Si vous lisiez les gens qui étaient à la mode dans les années 50 ou 60, vous n'auriez rien à y comprendre parce que, comme me le disait un de mes amis professeurs de philosophie à l'université à Lyon, tout le monde achète les livres de Jacques Lacan, qui était un psychiatre, philosophe, psychanalyste de la moitié du XXe siècle. Tout le monde achète ses livres, mais rassurez-vous, personne ne les comprend parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à comprendre, mais il est tellement intelligent que personne ne peut comprendre ce qu'il veut dire. Bon, et ça, c'était l'esprit de la philosophie de la moitié du siècle dernier, hein, où les gens passaient leur temps à enfiler des perles inintéressantes et à ne pas vraiment réfléchir à la vie telle qu'elle est concrètement. Nos penseurs d'aujourd'hui, eux, on se mérite d'essayer d'appréhender les problèmes de notre temps. Et ces problèmes sont vastes. Alors, moi j'allais vous dire à vous, mes amis auditeurs et fidèles à cette petite chronique, il faut toujours, quand on veut réfléchir à une question, qu'elle soit juridique, philosophique, sociologique, politique, scientifique, médicale, il faut toujours partir des faits et aller vers des hypothèses qu'il faut vérifier. Vérifier et soumettre au doute salutaire et à l'expérimentation. Or, les gens ne le font pas. Les gens aiment les certitudes, les choses dites une fois pour toutes, et entre un scientifique qui cherche la vérité et un gourou qui vous proclame qu'avec 3 gouilles d'ail et puis quelques brins de persil, on va guérir la sclérose latérale amyotrophique ou le cancer du pancréas, vous allez préférer évidemment le gourou qui vous rassure à la science qui ne vous rassure pas, puisque la science actuelle gagne bien des batailles, mais finit toujours par perdre la guerre, puisque les gens meurent. Donc la médecine moderne perd toujours la guerre. Et donc c'est pas rassurant. Et c'est tellement plus rassurant d'avoir un marabout ou quelqu'un qui vous dit une épidémie apparaît. Pas grave, vous avez l'hydroxychloroquine. Bon, ça ne guérit rien du tout, ça ne sert à rien, mais une fois que c'est proclamé, vous êtes rassuré. C'est fini, vous n'avez plus peur. Donc vous adhérez à celui qui vous rassure et à celui qui vous proclame quelque chose, même si ça s'avère parfaitement inexact. Et les gens ont cette propension à adhérer à une thèse sans la soumettre à l'épreuve des faits. Or, ce qui caractérise la démarche du scientifique, du vrai scientifique, comme du magistrat d'ailleurs, c'est la recherche de la vérité. Je me souviens de ces affaires retentissantes, ces affaires criminelles qui passionnaient l'opinion publique. Vous avez eu l'affaire de Bruyère en Artois, vous savez, dans les années 1972, où une petite jeune fille avait été tuée. Vous avez eu l'affaire de la Vologne, où un enfant a été jeté dans une rivière, étant attaché, tout ça, dans des conditions épouvantables. Bon, la France savait, tout le monde savait. C'était le notaire qui avait tué, ou ce n'était pas le notaire. C'était le cousin, ou c'était la mère, ou c'était... Bon, bref, tout le monde a une opinion, et une opinion passionnée et définitive. Les gens savent. Les juges, qui eux ont des dossiers épais comme ça sur la table, ben, ne savent pas. Ils ne savent pas. Eh bien, de même, je suis sûr que autour de vous, les gens savent.
tout, sur tout. Telle ou telle maladie, oh, ben, elle n'existe pas, ou elle existe, ou il suffit, c'est politique, ou bien on vous raconte n'importe quoi, ou bien il suffit de faire ça, et puis voilà. Ils savent tout, oui, mais les laboratoires du monde entier, les hôpitaux du monde entier ne savent pas. Ne savent pas. Donc, si vous voulez, ça conduit à nous dire que parfois, l'humilité est une vertu. Et c'est une vertu qui est lourde à porter. Parce que celui qui vous dit je cherche, je vais peut-être trouver, mais je doute, est toujours moins apprécié que celui qui dit pas de problème, je sais c'est ça. Et peu importe si ce n'est pas vrai. Peu importe si le remède proposé n'est pas juste. Peu importe si la solution ou la culpabilité de tel ou tel individu n'est pas avérée. Non, les certitudes rassurent, les doutes inquiètent. Et on préférera toujours une certitude, fût-elle fausse, à un doute qui est salutaire. Et la justice, la vraie justice, la justice professionnelle, comme la science, la vraie science, est faite de recherche, de doute et de vérification des événements par rapport à un résultat donné. Voilà. Alors, vous qui m'écoutez, ne tombez pas dans ces pièges-là. Face à une situation, quelle qu'elle soit, posez-vous des questions. Dites-vous, comment peut-on connaître une vérité sur quelque chose? Eh bien, j'allais dire, la vérité, la méthode scientifique, c'est une méthode de la vérification. La première expérience scientifique que fait tout être humain à quelques semaines de sa naissance, c'est la loi de la pesanteur. Vous prenez un nourrisson, qu'est-ce qu'il fait? Il tient quelque chose qu'il aime bien à la main, puis il le fait tomber. Alors qu'est-ce qu'il a? Comme il est tombé, l'objet, il pleure. Et sa mère se précipite et ramasse ce qu'il a fait tomber. On lui rend. Il le prend, il le tient, puis il le laisse tomber, et il repleure. Et au bout de quelque temps, il comprend. Il comprend que quand on lâche un objet auquel on tient, auquel il tient, le nourrisson, il le perd, l'objet tombe. Il découvre, sans avoir lu Newton, les lois de la pesanteur. Eh bien, la méthode scientifique, c'est cela. C'est-à-dire, on expérimente, on fait une hypothèse, on expérimente, on voit un résultat, et la vérité scientifique, à la différence de la vérité des gourous, c'est une vérité qui est reproductive. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, ça donne un effet. Vous laissez tomber un objet, il est attiré par le sol, par la terre, loi de la gravitation, c'est expérimental. Vous l'apprenez, vous le savez. Bon. De même, vous voulez traiter une maladie. Vous prenez une molécule. Ça ne marche pas. Vous en tirez des conséquences. Ça marche. Vous en tirez des conséquences et c'est reproductif. C'est-à-dire que vous pouvez réutiliser ce que vous avez fait, la molécule que vous avez utilisée pour traiter telle pathologie, ça marche ou ça ne marche pas. C'est ça la démarche scientifique. C'est-à-dire que c'est une démarche qui consiste à pouvoir reproduire un effet pour voir si la donnée est bonne ou n'est pas bonne. Alors, bon, ça me renvoie, si vous voulez, à la pandémie actuelle, qui, comme toutes les pandémies, d'ailleurs à travers l'histoire, suscite des tas d'attitudes parfaitement irrationnelles et parfois comiques, ou tragiques, selon ce que vous voudrez. Quand les grandes pestes apparaissaient, ou les choléras, au Moyen-Âge, on accusait les étrangers, les juifs, d'empoisonner les puits, on se flagellait pour essayer de satisfaire les dieux qui étaient en colère et qui punissaient les hommes. Alors il fallait se frapper et se blesser pour pouvoir expier et essayer d'éloigner le mal. Alors de nos jours, il y a d'autres attitudes qui sont tout aussi irrationnelles face à une pandémie qui tout de même n'a pas peut-être la gravité qu'avait la peste noire de 1348, par exemple, qui a décimé la moitié de la population, mais une pandémie qui quand même nous pose de sérieux problèmes. De sérieux problèmes, et ce d'autant que les virus ont tendance à muter et qu'on n'est pas sorti de la crise encore. Hein. On n'est pas complètement échappé. Alors cette crise, elle existe. Hein. Ce n'est pas une crise politique, ce n'est pas une invention de M. Macron ou de je ne sais qui essaie de vous manipuler ou de vous raconter des histoires. Il n'y a aucun intérêt à cela. Hein.
Je critique beaucoup sa politique, mais il y est pour rien. Là, il faut dire ce qui est. Donc, il faut aborder ça d'une manière qui est tout à fait rationnelle, qui est tout à fait scientifique. Bon, comment les choses vont-elles évoluer? Ben, vous savez, on sait d'expérience que les pandémies évoluent. C'est-à-dire que les virus, à un moment, apparaissent comme ça n'a rien d'extraordinaire en soi. Ils se développent, ils parcourent la planète, un jour ils s'épuisent ou ils mutent et perdent de leur virulence, ou au contraire en acquièrent davantage, tout est possible, et il faut essayer de les combattre par des techniques qui sont des techniques adaptées, qui sont des techniques que la science nous offre, essayer de trouver des thérapeutiques. Alors est-ce que les anticorps seront une solution, puisque ni l'hydroxychloroquine ni le remdesivir ne sont efficaces. La cortisone s'avère un petit peu efficace pour essayer d'atténuer l'inflammation. Bon, c'est ce qu'on essaie d'utiliser. Les Américains utilisent actuellement beaucoup les anticorps. Ils l'ont d'ailleurs appliqué à leur président avec un certain succès. Ça, c'est pour la thérapeutique. Maintenant, il y aura évidemment les vaccins, qui sont évidemment toujours assez efficaces, puisqu'ils ont quand même fait disparaître la variole et qu'ils ont été très utiles lorsqu'on a eu les crises d'épidémie de poliomyélite au milieu du XXe siècle. Heureusement que la vaccination antipoliomyélique est arrivée à ce moment-là et a quand même bloqué pas mal l'épidémie qui avait éclaté dans les années 50. Voilà. Mais bon, maintenant, j'espère que cette vaccination ne sera pas trop douloureuse parce que, comme je le dis souvent, moi, la grande critique que j'adresse encore à la médecine, bien sûr, c'est son manque d'efficacité, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, si elle gagne des batailles, elle finit par perdre la guerre, c'est qu'elle reste quand même assez doloriste, hein, et que des injections, alors ça, on n'en parle pas, hein, on va vous faire peur avec des histoires complètement farfelues de nanoparticules ou de je ne sais quoi, parce que complètement idiot, mais c'est complètement idiot, alors qu'en fait, le problème, c'est que ça reste douloureux, hein. C'est quand même une injection, ça reste douloureux. D'autre part, cette injection-là est peut-être un peu douloureuse. C'est ça qui me paraît assez douteux dans cette affaire. Je vais vous raconter d'ailleurs qu'à titre personnel, il y a une quarantaine d'années, j'avais été confronté justement au problème de la vaccination anti-poliomyélique et j'avais le choix entre un vaccin tué par injection ou un vaccin atténué sur un sucre. Eh bien, j'ai choisi le vaccin atténué sur un sucre parce que, voilà, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les injections et je pense que nous gagnerions à faire que la médecine soit à la fois plus efficace et en même temps moins doloriste, moins pénible à supporter. Voilà, ceci pour vous dire qu'il faut, face à toute situation, recourir à la raison et ne pas céder aux paniques ou aux idées absolument fantaisistes. Chers amis, je vous souhaite en attendant de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, en début de l'année prochaine, hein. On se retrouvera en début janvier et vous verrez que malheureusement, pas grand-chose n'aura changé dans ce monde, qu'il continuera avec toutes ses insuffisances et ses médiocrités. En attendant, portez-vous bien.